Il nous reste un intervenant, en l'occurrence une intervenante, pour clôturer cette session inaugurale. J'appelle à la tribune Delphine Verheyden, qui est avocate spécialisée en droit du sport, qui représente depuis près de 25 ans maintenant des sportifs, des marques et des organisateurs d'événements sportifs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce beau sujet, vaste sujet qui nous concerne tous et qui concerne finalement l'avenir de notre planète. Prendre soin de notre planète par le sport, comment s'y prendre? Comment faire pour mettre en avant les bons messages? Comment faire pour promouvoir les bonnes valeurs? Comment faire finalement pour induire les bons comportements? Et moi, dans mon travail, pour essayer de faire tout ça, j'ai un outil aussi simple que complexe, qui s'appelle l'image. Comme Didier le rappelait en introduction, depuis que je suis avocat, j'ai eu le plaisir de travailler tantôt pour des organisateurs d'événements, ce sont des clubs, des fédérations ou des sociétés privées, tantôt pour des marques, aujourd'hui la Maïf est une marque qui s'investit dans le sport, et tantôt pour des sportifs. Et tous ces acteurs vont utiliser, à tour de rôle, en même temps, l'ingrédient image pour essayer de faire passer des messages. Alors l'image, qu'est-ce que c'est? Quand on est en cours de droit, quand on est à la fac de droit, on pourrait être tenté de chercher dans les livres et dans les codes quelle est la définition de l'image. Eh bien, vous ne la trouverez pas. En fait, l'image est née d'une construction juridique partie du Code civil, plus exactement de l'article 9 du Code civil, qui nous dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Rien à voir avec le sujet. Pourtant, c'est de là qu'il a fallu partir pour, à la fin du XIXe siècle, constituer un droit qui soit aussi fort que tous ceux que l'on nous donne à la naissance. Tous ces droits qu'on nous donne à la naissance, on les appelle les attributs de la personnalité. Ce qui veut dire que quand on vient au monde, tous autant qu'on est, on a le droit, par exemple, d'avoir un nom. C'est pour ça qu'un enfant, même abandonné aux premières secondes de sa vie, eh bien, on va lui donner un nom. On a le droit aussi à l'intégrité de son corps humain. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas en vendre des morceaux de son corps humain. D'où tous les débats que vous entendez dans l'espace médiatique sur les mères porteuses, les dons d'organes ou la vente d'organes. Voilà pourquoi chez nous, on considère en France, du fait du Code civil, qu'on ne peut pas vendre ces organes. Eh bien, au même niveau que ces droits quand même fondamentaux, on trouve l'image, le droit à l'image. Et au même niveau que les autres, il a été décidé dès le départ que ce droit à l'image était incessible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le vendre. Je vous ramène donc à la fin du XIXe siècle. La presse existe, la presse est de plus en plus illustrée par des dessins, et un jour meurt une actrice super célèbre. Pour faire passer la nouvelle, un dessinateur a l'idée formidable de la dessiner. Ce dessin apparaît dans le journal, l'information circule, jusque-là tout va bien. Mais ce même dessinateur a une autre idée. Il se dit, puisqu'elle était très connue, et si ce dessin, je le vendais? Comme ça ferait un souvenir pour les gens qui achèteraient les reproductions de mon dessin. Halte là, la famille de la défunte lève la main, dit « c'est pas possible, ça porte atteinte à l'intimité, article 9 du Code civil,
ça porte atteinte à l'intimité de la vie privée de cette personne, quand bien même elle serait décédée. Donc on vous interdit de faire commerce de cette image. Le temps passe, les années 50, les années 60, l'arrivée des chanteurs de rock, des acteurs, tout ça peut vous paraître à côté de notre sujet, et pourtant, c'est de tout ça que se constitue l'idée que cette image va avoir une valeur. Cette idée, elle va finir de germer complètement dans les années 80-90, où sortent les premières décisions de jurisprudence qui acceptent de reconnaître un préjudice lorsqu'un sportif aurait vu son image utilisée par une marque sans son autorisation. Au début de ma carrière, il y a presque 25 ans maintenant, j'ai même subi une décision où on a perdu, c'était à l'issue de la Coupe du Monde de 98 de rugby, 99 de rugby, et l'un des joueurs fameux de l'époque, qui était Christophe Dominici, avait marqué notamment un essai phénoménal depuis le bout du terrain, enfin, ceux qui ont vu ce match s'en souviennent peut-être encore maintenant. Bref, il était à la mode, et peu de temps après la Coupe du Monde, sort un livre sur les fondamentaux du rugby, où il y a du Christophe Dominici en couverture, en 4e de couve, à l'intérieur, partout. On décide ensemble de faire un procès et d'attaquer l'éditeur. Eh bien, on perd, et on nous dit « Ah ben non, l'image est incessible, il n'est donc pas possible de réclamer un préjudice pour une utilisation qui n'aurait pas été autorisée. » Ça, c'est pour l'origine. Pardon, c'est un peu théorique, c'est un peu technique, mais c'est ma partie, puisque mon intervention, c'est « et le droit dans tout ça ». Alors le droit dans tout ça, vous l'avez compris, il se place d'abord ici. Qu'est-ce que l'image ? Eh bien, l'image, c'est une construction juridique qui fait que désormais, lorsque votre image, tout autant que celle d'une personne connue, telle qu'un sportif de haut niveau, est utilisée, vous pouvez vous y opposer, car vous avez, vous seul, la maîtrise sur votre image, et mieux encore, vous pouvez la commercialiser. Alors, lorsque je vois arriver des jeunes clients dans mon cabinet, eh bien, ce sont parfois des champions, parfois des sportifs olympiques et parfois des sportifs professionnels. Ils ont des problématiques de contrat de travail lorsqu'ils sont professionnels principalement, mais de contrats d'image quand c'est des sportifs olympiques. Et des contrats d'image, d'ailleurs, ils aimeraient bien en avoir souvent. Donc, le premier rendez-vous est généralement basé sur un quiproquo d'un client qui se dit « je viens vous voir pour que vous me trouviez des contrats d'image » et de moi qui vais essayer d'expliquer que pour pouvoir en trouver, il va déjà falloir la créer. Alors, au-delà de cette définition juridique que je vous ai donnée un petit peu plus tôt, finalement, l'image, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'en arrive à penser que l'image, c'est une notoriété qui est associée à des valeurs. Alors finalement, on pourrait tous en avoir une image. Mon test ultime, c'est de dire aux futurs clients, prenez une dame de 50 ans qui passe dans la rue et demandez-lui si elle vous connaît. Ou plus exactement, envoyez quelqu'un à votre place, lui dire votre nom, est-ce que ça lui dit quelque chose ? Si la réponse est oui, c'est qu'on y est pour la notoriété. Et puis alors, si elle vous connaît, eh bien, demandons à cette même dame de citer 3 valeurs qui, selon elle, vous caractérisent. On va faire le test. Si je vous dis Marie-Josée Pérec, Zinedine Zidane, je fais exprès de prendre d'anciens sportifs pour que ça nous ramène plein d'idées à l'esprit. Laure Manodou, mais on peut sortir du milieu du sport. Si je vous dis Gérard Depardieu, Bernard Tapie, à chaque fois, vous avez tout un tas d'idées qui vous viennent à l'esprit, plus ou moins positives d'ailleurs. Des fois des super souvenirs, et puis des fois des « j'aime pas trop ce qu'il est devenu ». C'est ce que j'appelle les valeurs qu'on va associer à l'image de la personnalité et en ce qui me concerne à l'image du sportif. Alors le jour où vous arrivez à être connu pour de bonnes valeurs, là, on va pouvoir commencer
à parler de contrat d'image. Alors une fois que vous avez une image, eh bien, on va se demander où est-ce qu'elle est utilisée. Et là, je voudrais vous raconter en quelques minutes l'évolution connue par tous les gens qui sont de ma génération, et même ceux qui sont plus âgés, cette évolution qui fait que, en fait, moi, quand j'ai mon bac, un peu plus tard, quand je finis mes études de droit, on est au milieu des années 90, il n'y a pas d'Internet, il y a 6 chaînes à la télévision, 7 avec Canal+, mais pas depuis très longtemps. Finalement, même l'offre télévisuelle, c'est dans les années 80 qu'elle s'agrandit un tout petit peu. Petite, il y en avait 3 des chaînes. Bon, après, on a vu arriver Canal+, on a vu arriver la 5, on a vu disparaître la 5, on a vu apparaître la 6. Et puis alors là, accélération de particules, apparition de plateformes, démultiplication de chaînes, box à la maison, réseau, Wi-Fi, Internet. Tout à coup, en quelques années, on a vu déferler sur nous des océans d'images, de messages qui finissent par noyer notre esprit dans un bruit souvent assourdissant dans lequel on ne fait plus la part entre ce qu'il nous est donné à regarder et ce qu'il faut conclure de ce que l'on voit. Pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça, eh bien, on peut peut-être se souvenir que, au début des années 2000, dans ma pratique, moi j'ai considéré que c'était un peu les fédérations qui avaient la main. Les fédérations, parce que, comme je viens de le dire, finalement, il y avait très peu d'endroits où on pouvait regarder les disciplines sportives majeures, puis il y avait aussi très peu de moments. Enfin, ça fait un peu ancienne combattante de vous dire ça, mais enfin, c'était Roland-Garros, le Tour de France, les Grands Prix de F1, des matchs de foot parfois, mais pas beaucoup, des compétitions majeures. Donc finalement, on regardait peu, ce qui fait que le peu de fois où on regardait, on était très nombreux à regarder, ce qui veut dire que les annonceurs, les marques, avaient un fort intérêt à essayer d'être visibles sur ces moments qui captaient nos attentions. Et être visible à ce moment-là, ça prenait la forme de panneaux physiques autour des terrains ou de publicités à la télé, avant, pendant la pause et après les retransmissions sportives. Et finalement, c'était là que, sans se le dire, les annonceurs se donnaient rendez-vous, non pas pour essayer de nous faire passer des messages, mais à l'époque, pour essayer d'imprimer une marque. C'est l'époque d'une communication à répétition qui vise à nous donner des réflexes de consommation. Alors, pour utiliser des noms de très gros faiseurs dans l'industrie du sport, on va pouvoir citer en tête, par exemple, une société comme Coca-Cola, c'est pas peu paradoxal, mais a énormément matraqué dans la publicité télévisée autour des stades. J'étais ce week-end dans un stade, il y a encore, toujours des panneaux Coca-Cola qui tournent. J'ai rien contre Coca-Cola en particulier, mais c'est la première marque qui me vient pour signifier qu'ils ont mis énormément d'argent pour se faire connaître, pour s'associer quand même à des moments de bonheur, parce que c'est généralement du bonheur quand on vient voir du sport, et donc pour nous laisser à penser que le bonheur, c'est de boire du coca. Voilà, le raccourci était vite fait. Et puis, le temps passe, je vous le disais tout à l'heure, les temps où on peut consommer du sport, où on peut voir du sport, s'agrandissent. Les supports se démultiplient aussi, et là, on peut considérer que le pouvoir passe un peu dans la main des clubs. Alors je vous rassure, quand ça passe de main en main, le précédent ne perd pas tout, mais simplement on élargit l'offre, ce qui fait qu'à la fin, notre esprit est complètement bourdonnant, tellement on entend de choses et on voit de choses. Donc quand c'est la main des clubs, eh bien là, c'est l'arrivée du moment où les championnats nationaux ont pu être retransmis et sont accessibles pour nous tous facilement. Donc à nouveau, copier-coller, on recommence. Il y a des stades, il y a des week-ends, il y a des matchs, de toutes disciplines confondues, il y a des compétitions. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on a un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, des billets, des logos sur les billets, des flocages sur des t-shirts,
tout ça, ok, ça nous remet une couche de plus de messages publicitaires. Et puis arrive la troisième ère qui, cette fois, dans ma perception des choses, va donner la main aux sportifs, qu'ils soient olympiques ou professionnels. Eh bien, c'est l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux. Finalement, ce qui est formidable dans ces innovations, c'est que chacun d'entre nous, mais en particulier les personnes connues, telles que les sportifs, détiennent un moyen de communiquer, et pas seulement un moyen de communiquer vers le grand public. Ça, c'était le cas quand on faisait passer une pub à la télé dans les années 80. On la faisait passer, puis on ne savait pas très bien qui serait derrière la télé. Autrement dit, on ne savait pas très bien si les gens qui allaient voir la pub étaient bien ciblés. Enfin bon, on balance partout, comme ça tout le monde verra. Les réseaux sociaux, finalement, c'est devenu l'exact inverse de ça, c'est-à-dire c'est devenu un public qui se manifeste, qui s'inscrit, qui vient à vous pour écouter les messages que vous avez apportés. Que ce soit des messages de performance, que ce soit des messages de partage ou des messages pour des causes qui vous tiennent à cœur. Au hasard aujourd'hui, on va parler de protéger la planète. Donc, les sportifs, bonne nouvelle, se retrouvent avec, si on se résume, une image qu'ils peuvent commercialiser, avec laquelle ils peuvent communiquer vers un public captif, puisque c'est leur communauté qui s'est manifestée auprès d'eux. Eh bien, c'est formidable. Eh bien non, pas tant que ça. Pourquoi ? C'est pas formidable parce que la nature humaine fait qu'on a toujours tendance à parler de ceux qui brillent. Donc, autrement dit, on a un peu toujours tendance à parler des mêmes. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est pas formidable parce que cette image des sportifs qui a donc émergé au fil du temps, eh bien, il n'y a pas que les sportifs eux-mêmes qui peuvent l'utiliser. Il y a aussi leur club et il y a aussi leur fédération. Finalement, on a oublié personne en route. Ceux qui détenaient le pouvoir initialement se retrouvent toujours avec un petit morceau du pouvoir, mais cette fois lié à l'image du sportif. Alors ça nous amène, dans ma cuisine du quotidien, à distinguer d'un côté l'image collective, de l'autre côté l'image individuelle. Je vais commencer par l'individuel, qui coule de source. L'individuel, vous êtes tout seul, reproduit tout seul sur une photo ou dans une vidéo ou sur un message que vous passez sur des réseaux sociaux. C'est vous, tout seul, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc quand c'est vous tout seul, là, il faut réfléchir à ce que vous dites, parce que c'est vous tout seul. Donc sur vos réseaux sociaux, par exemple, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit parce que personne ne vous force, donc portez les messages qui vous tiennent à cœur. Mais quand c'est avec le club ou avec la fédération, là, c'est l'image dite collective. Comme son nom l'indique, on n'est pas tout seul. On est combien ? Voilà, je vous passe sur les évolutions de la notion de l'image collective, mais grosso modo, retenez qu'on est la moitié de l'effectif plus 1 dans les sports pro, et retenez que dans les sports plutôt olympiques, eh bien, on va parler d'image collective quand on va parler d'équipe de France ou de délégation. Pour les Jeux olympiques, ça va bientôt nous concerner, tout ça, avec plaisir dans notre pays. Donc là, l'image collective, ça va être la délégation française qui a été sélectionnée pour aller aux Jeux, ou ça va être l'équipe de France pour la fédération à laquelle le sportif participe, ou ça va être une partie de son équipe de club quand le sportif en question est licencié dans un club et éventuellement est professionnel dans ce club. Quand cette image est collective, finalement, le sportif va accepter, va être amené à concéder son droit à l'image dans le cadre d'une convention qu'il signe avec sa fédération. Et là, à nouveau, deux cas de figure. Les sports professionnels et les sports olympiques. Décidément, on la retrouve souvent, cette scission. Dans les sports professionnels, tout cela est régi par le biais de conventions collectives. Convention collective du sport pro qui va dire comment on peut utiliser l'image dans le cadre des clubs, donc cette fois. Pour ce qui est des fédérations, eh bien, si vous êtes un sport
olympique, ou plus exactement, si vous êtes inscrit, pardon si c'est un peu technique, mais je suis sûre que vous allez me pardonner, donc je continue. Si vous êtes sportif de haut niveau, donc inscrit comme tel sur les listes de sportifs de haut niveau établies conjointement avec le ministère, eh bien, depuis une loi de juillet 2015, c'est pas nouveau, 2015, vous devez chaque année signer avec votre fédération, vous tout seul, une convention au terme de laquelle vont être abordés plein de sujets. En fait, cette loi de 2015, ça a été un moment où le législateur s'est dit il y a plein de trucs à faire pour favoriser la performance, notamment donner des subventions, notamment éduquer nos formidables sportifs à leur métier de sportif de haut niveau, mais aussi poser la règle du jeu pour savoir qui peut faire quoi quand il s'agit d'utiliser l'image d'un individu, qui entre sa fédération et l'individu. Donc, je ne veux pas vous perdre en route, si vous êtes inscrit sur les listes du haut niveau, eh bien, chaque année, avec votre fédération, vous devez, en théorie, négocier une convention au terme de laquelle vous allez poser la règle du jeu de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas. Autrement dit, si par exemple, pour vous, c'est non négociable, vous voulez protéger la planète, cas d'école totalement théorique, et que, pas de bol, votre fédération, elle a Gazprom et Total comme partenaires, pas de bol, eh bien, vous allez poser comme condition, j'imagine, que vous ne souhaitez pas que votre image soit associée à ces partenaires-là, ou en tout cas pas n'importe comment, parce que c'est votre image et que vous souhaitez maîtriser votre image afin que les messages, les valeurs que vous portez soient correctement véhiculés. Pour finir le raisonnement, quand vous n'êtes pas sportif de haut niveau, eh bien, à ce moment-là, on revient sur du contractuel et vous êtes censé négocier avec votre fédération ou avec votre club au cas par cas les conditions dans lesquelles on va pouvoir utiliser votre image. Ça, c'est la théorie. J'allais dire, c'est ce qu'on apprend à la fac. C'est pas vrai, on n'apprend pas tout ça à la fac, c'est plus tard qu'on l'apprend. Mais en pratique, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Un intervenant avant moi disait, ce qui serait, le spécialiste climat disait, ce que serait chouette, c'est que les sportifs mettent la pression sur leur club et leur fédération. C'est pas si simple que ça. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est pas si simple que ça. Au total, finalement, quand on est sportif de haut niveau aujourd'hui, plus on est connu, plus on prend le risque de se retrouver mis en avant dans des campagnes publicitaires, à la fois par des marques avec lesquelles vous signez en votre âme et conscience parce que vous pensez que ça correspond à vos valeurs, mais dans le même temps, vous allez perdre tout contrôle sur l'utilisation de votre image qui va être faite par votre club ou par votre fédération, pas du tout forcément avec les mêmes valeurs, avec les mêmes impératifs, parce qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Chacun a ses impératifs. Celui des fédérations, c'est souvent déjà rassembler un budget pour pouvoir faire fonctionner la discipline au niveau national, puisque c'est la délégation qui est donnée aux fédérations sportives en France. Donc finalement, tout cela amène à beaucoup d'indulgence, je pense, de part et d'autre. Je reprendrai aussi volontiers le propos du premier intervenant qui nous disait il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, c'est pas le voisin qui fait sa côte de bœuf tous les week-ends qui est méchant quand moi je suis gentil parce que j'ai éteint la lumière en partant de chez moi ce matin. C'est tous ensemble, tous les acteurs du sport qui doivent se fédérer, s'écouter et s'entendre pour se dire, quand on va utiliser une ressource aussi précieuse que l'image d'un sportif, comment fait-on pour respecter ce qu'il veut et pour, si possible, porter les bons messages. Je terminerai en vous faisant part d'un article que j'ai lu par hasard ce week-end. Vous allez penser que je faillote, mais pas du tout. J'ai reçu chez moi le journal de la Maïf et il y avait un article d'Yves Citon que j'ai trouvé absolument super, qui était un prof de littérature et qui disait la chose suivante. Nos ressources attentionnelles sont la principale rareté de notre époque. L'économie de l'attention, c'est la réflexion sur l'allocation de ces ressources.
œuvrons tous pour une écologie de l'attention afin de s'assurer que ce soit la finalité du message qui compte. Je vous remercie. Merci pour cet exposé clarissime qui va maintenant nous amener à vous confronter à la réalité du terrain de l'espace Colette Besson et des internautes qui nous ont rejoints et qui ont suivi cette troisième conférence introductive. Je suis à peu près sûr qu'il y a des questions dans l'assistance. Donc les micros circulent. Je vous demanderai deux petites choses. Lorsque vous prenez le micro, la première c'est de vous lever pour qu'on puisse voir où vous vous trouvez, parce que c'est vrai que l'assistance est nombreuse et on aimerait savoir qui sont les personnes qui parlent. Et la deuxième, bien sûr, de vous présenter votre nom et éventuellement l'entité que vous représentez. Les micros circulent. Oui, c'est parti. Allons-y. Merci beaucoup, bonjour. Laura Frouin, je représente l'ONG Zero Waste France. Merci pour votre présentation. J'ai compris entre les lignes que vous parliez d'un exemple très concret de Kylian Mbappé, par exemple, qui a refusé de poser pour des publicités de Coca-Cola, par exemple. Et ça, je trouve ça très encourageant. Pour autant, je me demande, quand on parle de passer le bon message, si un sportif comme celui-ci a vraiment pris la mesure de sa notoriété en se questionnant vraiment sur voilà, la publicité qu'il peut faire pour de la consommation et de la consommation et de la consommation, à l'heure où on sait aujourd'hui qu'on a besoin de repenser ces éléments-là. Voilà, donc je voulais juste avoir votre avis sur... Il y a des choix qui sont encourageants, mais est-ce qu'on re-questionne vraiment l'image du sportif et ce qu'il peut véhiculer aujourd'hui Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors d'abord, entre les lignes, c'est pas spécifiquement du tout Kylian que je visais, parce que au fil du temps, j'ai eu le plaisir de représenter plusieurs sportifs et c'est peut-être un phénomène nouveau, c'est cette nouvelle génération qui, aujourd'hui, a une petite vingtaine d'années, de sportifs qui ne sont plus prêts à tous les compromis et qui ne font pas du sport pour gagner de l'argent. Alors, je ne vais pas dire que ceux d'avant faisaient du sport pour gagner de l'argent. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils font du sport pour gagner et pour s'épanouir dans leur discipline sportive. Mais lorsqu'on parle du modèle économique du sport, il me semble, dans ma pratique, avoir clairement vu ces dernières années arriver une génération qui ne pense plus de la même manière et qui n'est plus prête à tous les compromis. Je ne sais pas quoi vous répondre sur le cas que vous soulevez, parce que je n'ai, moi, jamais vu dans ma pratique un garçon qui était aussi soucieux de beaucoup de sujets sociaux et sociétaux. En l'occurrence, il a 23 ans, donc si on se prolonge tous à l'état d'esprit que nous avions à cet âge-là, déjà ça laisse un petit peu songeur. Et il porte énormément de choses. Et je pense qu'il va nous falloir beaucoup d'énergie pour œuvrer tous ensemble et éviter exactement ce qui se passe dans ce type de moment quand on stigmatise l'un ou l'autre. En l'occurrence, et je vous invite peut-être à regarder cette séquence à nouveau, ce qui est surprenant et ce qui fait rire, c'est que cette question, elle n'était pas du tout prévue. Et donc, c'est plus l'étonnement qui consiste à dire, mais cette question, elle vient d'où? Mais à la limite, la question aurait été, au fait, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez mangé hier au petit déjeuner? La réaction aurait pu quasiment être la même. La suite de l'échange de l'entraîneur qui répond autre chose, tout ça, moi je ne sais pas, je ne suis pas le conseil de l'entraîneur et je ne sais pas pourquoi il a répondu ça, mais ce que je veux juste souligner ici, c'est que cette jeune génération n'est plus prête à tous les compromis. Kylian en est un exemple flagrant. Il fait ce qu'il peut pour que ça bouge et il en prend beaucoup plein la tête. Une autre question ? Allez-y, levez la main pour qu'on puisse faire circuler les micros. Il y a depuis tout à l'heure, tu lèves la main. Tu nous dis qui tu es, s'il te plaît. Vas-y. Bonjour, je suis Léon Été de Guy-Joubert, jeune reporter international pour l'UNSS. Et je voulais savoir si pendant une cérémonie, par exemple la cérémonie du Ballon d'Or, mais pas celle-ci, celle de l'année dernière, c'était Esteban Ocon et Fernando Alonso qui avaient apporté le ballon. Et étant donné qu'ils étaient couverts de la tête aux pieds et qu'on ne
et qu'on ne pouvait pas voir qui ils étaient. Je voulais savoir s'il y avait quand même besoin d'un droit à l'image ou pas. Alors, d'un droit à l'image pour les invités, Non, imaginons il y a un photographe non agréé par la cérémonie qui demande Je comprends. une photo. Oui, c'est une bonne question. La pratique amène à définir l'image de manière plus large que la seule représentation photographique ou filmée de quelqu'un. Si on reproduit son nom, sa signature, une marque qui lui appartient, ou bien sûr sa photographie ou une bande filmée qui le représente, tout ça, ça va être considéré comme de l'image. Autrement dit, si on prend une photo de ces gens-là, qu'on ne met pas leur nom dessus, qu'on anonymise tout et qu'on utilise cela pour une publicité, par exemple, est-ce que eux, s'ils étaient venus me voir, ils auraient pu considérer que je pouvais faire un procès à la marque en disant « c'est l'image de mes clients ». Probablement pas, sauf à ce que cette soirée, ce déguisement, ce moment ait été tellement mis en avant que de toute évidence, j'aurais pu démontrer que c'était eux et que donc, s'associer à cette représentation d'eux masqués équivalait à une représentation de leur image. Ça répond à ta question ? Ouais. Exercice de style difficile. Question suivante ? Allez-y, oui. Circulation du micro. À nouveau, s'il vous plaît, vous vous levez et vous annoncez quelle entité éventuellement vous représentez. Gaspard Oslo, je représente plus d'identité, mais je vais parler en mon nom, on va dire. Vous avez parlé des sportifs. On parle trop peu des ligues, fédérations qui ont une grosse responsabilité là-dedans. Comment est-ce qu'on essaye de retirer un peu de responsabilité du dos des sportifs et on en met plus aux personnes qui gèrent les ligues, les fédérations, qui eux ont un rôle à jouer là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour inverser les responsabilités? Alors, avant de vous laisser vous rasseoir, que je comprenne bien votre question, responsabilité en termes d'exploitation de l'image collective ou de l'image des sportifs, c'est ça? Oui, non, alors j'ai pas été suffisamment clair. Les personnes qui sont à la tête de nos fédérations et ligues sont elles qui régissent un peu pas des lois, j'avais envie de dire, mais des décisions importantes qui sont prises d'un point de vue d'organisation d'événements, qui sont prises d'un point de vue comment est-ce qu'on va gérer la ligue, comment est-ce qu'on va gérer les déplacements. Comment est-ce que, justement, d'un point de vue de la loi, on peut réussir à changer ça et en fait forcer les personnes qui sont là-haut, soit à laisser leur place, pour qu'il y ait des personnes qui ont envie d'œuvrer différemment, ou soit c'est plus en fait une question un peu ouverte. D'accord. Vaste débat. Moi, d'abord, les fédérations ont à leur tête, suivant un modèle démocratique, des gens qui ont été élus. Donc, comme pour le reste des sujets qui nous occupent dans notre société, quand on est licencié, mais pas que, dirigeant de club ou autre dans une fédération, allez voter. Ça permet d'avoir, en vue d'essayer d'avoir les bonnes personnes à la tête. Ça, c'est le premier mode opératoire. Le deuxième mode opératoire, c'est le législateur qui intervient quand même régulièrement en reprenant des thématiques croisées. Tout à l'heure, je vous parlais de la loi de 2015 qui, elle, s'attachait à étudier la situation du sportif de haut niveau et du sportif professionnel pour se dire tant que c'est du sport pour les petits, en faire le mercredi et le samedi, on sait faire, mais pour faire gravir les derniers échelons qui amènent au très haut niveau, comment est-ce qu'on peut les aider ? Bon, la réponse du législateur à ce moment-là a été de dire « Vous, fédération, vous êtes notre principal relais, alors voilà la marche à suivre ». Et la marche à suivre, c'est la fameuse convention dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, on a tenu le crayon des fédérations en disant « Voilà ce qu'il faut mettre dans les conventions et voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour aider vos sportifs ». Et puis le troisième moyen que j'envisage pour satisfaire au point que vous évoquiez, c'est peut-être repartir de la base, c'est-à-dire du licencié qui, plus il a une forte notoriété, plus il a une chance de faire bouger les lignes. Et là, je referai référence à ma remarque de tout à l'heure. Comme il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire bouger les lignes, ils en prennent plein la tête. Une autre question ? Bonjour, Paul Schneider, je représente le cabinet de conseil Oxygène. Merci beaucoup pour votre intervention, très construite, vraiment parfaite. Une question toute simple. Selon vous, quelle est l'image du sportif ou de la sportive de demain ? Très bonne question.
une image beaucoup plus en phase avec ce que ce sportif ou cette sportive d'aujourd'hui d'ailleurs, d'aujourd'hui et de demain, veulent mettre en avant. En fait, ça c'est peut-être mon rêve. Je ne sais pas si ça sera comme ça demain, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut tendre vers de l'authenticité dans les messages qui sont portés et les causes qui sont portées aussi. Pourquoi ? Parce que l'espoir, ça peut être que cette authenticité, elle soit contagieuse. Nous, grand public, du coup, quand on va entendre les prises de parole de ces personnalités ou les voir dans des pubs, on va avoir envie de les croire. Donc, dans une pub, si un sportif promeut une marque, ben, on va avoir envie de croire que c'est parce qu'il considère qu'elle applique les bonnes valeurs. Par exemple, pour protéger la planète, si on est dans la thématique d'aujourd'hui. Par voie de conséquence, eh bien, ça ouvre le champ à cette marque-là pour pouvoir candidater et devenir partenaire d'un club, d'un événement, d'une fédération. Et ces mêmes entités, organisateurs d'événements, fédérations, clubs, vont peut-être avoir plus de propositions qui leur sont faites, donc plus de choix pour boucler les budgets. Parce qu'à la fin de l'histoire, il faut qu'ils bouclent les budgets pour pouvoir remplir leur mission. Donc, est-ce que le sportif de demain nous permettra ça ? Ben, je l'espère, puisqu'il a un porte-voix sur une communauté qui est sans limite. On est 7,5 milliards sur cette terre. Et grâce notamment aux réseaux sociaux, mais ce n'est pas fini, toutes les innovations, ce n'est pas fini, eh bien, ces individualités ont une voix qui porte tellement loin que ce que j'espère, c'est que ça deviendra des leaders de communautés, donc qui sont leur communauté, mais qui parfois font des dizaines ou des centaines de millions de gens qui les suivent. C'est colossal. Leaders de communauté pour pousser les valeurs qui nous permettront d'avancer dans le bon sens. Une autre question ? Oui, oui, bonjour, Philippe Sens, Société Wister. Le corollaire du droit à l'image, c'est la liberté d'expression, et on voit de plus en plus apparaître dans des contrats de travail de clubs professionnels des incitations financières à ce que les joueurs portent le message du club, même s'il est décorrélé de leur valeur. Quelles sont les tendances aujourd'hui pour essayer de redonner la parole aux joueurs ? Alors moi, je ne vois pas ça dans les contrats de travail que j'ai à traiter. Je ne vois pas ça non plus dans les conventions collectives, mais je vous crois sur parole, si vous le dites, c'est que vous l'avez vu ou vécu ou tout ça. C'est deux droits qui ne sont pas les mêmes, le droit à l'image et la liberté d'expression, mais c'est deux droits évidemment fondamentaux, et s'il y en a un qu'il fallait vraiment privilégier sur l'autre, c'est la liberté d'expression. Donc c'est dur, mais c'est quand on signe qu'il faut avoir le pouvoir le pouvoir, c'est un lapsus même, le courage de dire non. Non. Et c'est là que je trouve vraiment, sans avoir un regard idyllique, mais c'est là que je trouve cette jeune génération beaucoup plus formidable que nous n'avons pu l'être devant eux, cette capacité à dire non, bah tant pis, ça ne sera pas pour moi. Ah ben si, mais je vais te payer très très cher. Eh ben non, parce que ça n'a pas de prix. Maintenant, là aussi, le corollaire, c'est qu'il faut pas que le sportif se trompe. Être sportif professionnel et se retrouver derrière des micros, c'est un privilège, mais c'est un privilège qui est octroyé en qualité de joueur d'une équipe ou de pratiquant d'une discipline. Donc ce n'est pas non plus le moment pour porter des messages qui seraient autres. Autrement dit, il faut peut-être veiller à avoir la bonne parole au bon moment pour qu'en retour, les clubs ne soient pas incités à essayer de verrouiller ce qui ne devrait pas l'être, c'est-à-dire la liberté d'expression. Une autre question ? Bonjour, donc moi je m'appelle Adrien Piquera, je suis chargé de communication auprès des éco-aventuriers Sport Planète. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de hiérarchiser le droit à l'environnement comme un droit supérieur qui nous permettrait tous de vivre dans de bonnes conditions par rapport à un droit à l'image et un droit marketing dont on comprend bien l'utilité potentielle, mais qui, aujourd'hui et hier, a plus défoncé tout sur son passage qu'autre chose. Pourquoi pas pourquoi pas, mais ce que vous dites là, en fait, se réglerait à des étages qui sont sans communication. Un droit à l'environnement, ça voudrait dire légiférer, imaginons,
par exemple pour imposer des quotas de temps de parole dans les pages de publicité qui entourent les événements sportifs. J'imagine un truc, par exemple. Et le législateur imposerait que, donc, par exemple, la moitié du temps de parole des annonceurs soit des annonceurs qui œuvrent pour une planète propre. Pourquoi pas? On va très très vite se trouver limité par d'autres droits, notamment le droit de la concurrence, qui va dire ben non, c'est pas possible. On a tous un libre accès au marché de la communication à la télé. Enfin, si je reste sur cet exemple fictif, vous voyez. Donc pourquoi pas une autre piste, mais complètement à la volée. La ville de Lyon qui nous expliquait tout à l'heure qu'elle avait des cahiers des charges très stricts au moment d'attribuer les subventions, ça c'est hyper vertueux. Eh bien, peut-être, sans vouloir à chaque fois se retourner vers l'État, mais peut-être, il y a déjà des choses qui sont faites, mais un ministère qui dirait encore plus à ces fédérations, là-dessus, vous me devez des comptes, même si, à peine j'ai fini ma phrase, à peine je dois vous dire aussi qu'on leur en met beaucoup sur le dos quand même aussi aux fédérations. Hein. C'est un peu des animaux à 5 pattes, à 5 têtes, enfin, il faut qu'elles soient partout. Voilà. Une autre question ? Bonjour à tous, Maxime Plard, je suis enseignant d'EPS en STAPS et surtout amateur de pratique sportive. Vous avez parlé tout à l'heure d'une évolution de la loi qui, depuis 2015, mettait en place des conventions un peu plus strictes avec les fédérations. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des évolutions, des tendances qui se profilent pour peut-être envisager une plus grande protection justement de l'image des sportifs ou des sportives dans les années à venir? Je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autres chantiers pour mieux protéger l'image des sportifs actuellement. Ça m'a peut-être échappé, mais je ne le vois pas. Et cette convention donc, qui existe, il a fallu attendre les décrets d'application, mais moi, dans ma pratique, je vois trop peu de cas où, d'abord, les sportifs en sont informés, et trop peu de cas aussi où les fédérations sont formées, quelque part, pour utiliser cet outil. Vous savez, c'est comme une formidable trousse à outils que je vous dépose, vous ne savez pas bricoler, vous ne savez pas quoi en faire. Ben, à plusieurs reprises, moi, j'ai eu ce sentiment que l'outil était très beau, mais que certaines fédérations ne savaient pas comment s'en servir et des sportifs ne savaient même pas que ça existait. Je confère peut-être le bruit ces dernières semaines à l'idée de modifier une convention dans une fédération majeure du sport français. Tout le monde s'en émeut alors que c'est le b.a.-ba, quoi. Une dernière question ? Oui ? Tu te lèves et tu te présentes, s'il te plaît. Bonjour, je suis Joseph, jeune reporter du Collège Bergson. Et j'aimerais savoir si un dessinateur, lorsqu'il fait un dessin de presse, doit-il avoir une autorisation de la personnalité qu'il veut représenter, même si son dessin est grossier? Merci pour ta question, Joseph. Alors non, il n'a pas besoin de l'autorisation de la personne qui est représentée, sauf si il lui vient l'idée après de le vendre. Tu te souviens? C'est ce que j'ai raconté au tout début d'ailleurs, ce qui s'était passé il y a plus d'un siècle. Ben, la conclusion serait la même aujourd'hui. Donc c'est la liberté d'expression et la liberté d'information qui font que ce dessinateur il va pouvoir publier son dessin dans un journal ou à la télé ou ailleurs. En revanche, il ne pourra pas le commercialiser sans l'autorisation de la personne qui est représentée. Merci pour cette dernière question.